Po Voilà. Donc, bienvenue à notre séminaire, approche discursive en sciences sociales. C'est notre séminaire Discours.net, Paris, qui se réunit ici, pour la première fois dans cette année de 2020-2021. Je suis Johannes Müller et je vais rapidement présenter, le séminaire qu'on va faire, cette année. L'idée, c'est de créer des échanges entre les représentants, d'un champ à des, frontières, assez floues. Ce sont les études du discours, qui s'intéressent à la production du sens, dans l'espace social, dans les arènes sociales et du coup, on a choisi, un nombre d'intervenants, de langue, française qui vont parler, voilà, heu, des campagnes électorales, les événements des développements, actuels, comme les mouvements sociaux, le terrorisme, les réactions, à propos des gilets jaunes. On va parler, des sites institutionnels, les échanges dans les hôpitaux. On va jeter des regards, théoriques, épistémologiques, sur le discours, dans notre société et on s'intéresse aussi aux méthodologies, c'est-à-dire, heu, à l'utilisation des ordinateurs, pour l'analyse des textes. Et donc, vous voyez ici le programme. On commence, avec Hugo Ruiz, de Suède, Romain Badouar, de Panthéon-Assas, Esther Gonzalez de Fribourg, Aimé Daniel Lezoux-Kofi, que j'ai vu ici, d'Abidjan, Hugo Dumoulin, de Paris-Nanterre, Jules Duchâtel, de Montréal et de Brigitte Seba de Toulouse. Donc, c'est un mix d'expertise, d'orientation et on espère qu'on peut, voilà, entrer dans des débats, des échanges, avec des angles différents, à propos de ce qui nous intéresse. Donc, maintenant, on va passer, à la présentation à petite présentation sur, l'organisation de notre champ tel que nous le voyons et je propose, voilà, la prochaine slide. Je veux dire quelque chose, sur ce champ très pluridisciplinaire, dans lequel nous nous retrouvons, heu, que sont les études du discours. On parle normalement de l'analyse du discours et je pense que, depuis quelques années, on est passé, voilà, de l'idée d'un champ assez, disons, balisé, dans les disciplines, c'est l'analyse du discours, que c'est un sous-champ en linguistique, qui s'est développé, depuis les années 60-70, vers un champ beaucoup plus, pluridisciplinaire, aussi plus, transnational, que sont les études du discours et du coup, voilà, on peut prendre des angles différents, sur notre espace de travail, d'expertise et je vais essayer de vous donner quelques éléments pour que nous nous retrouvions, dans cet espace. Dans cet espace de l'étude du discours qui comprend des linguistes bien sûr, mais aussi des sociologues, des politistes, des gens en éducation, en histoire, en littérature, en philosophie. On trouve plus ou moins 2 grands débats et parfois ils ne sont pas si enchevêtrés et d'une part, on a un grand débat à propos des outils méthodologiques. Et donc, il y a toute une panoplie d'approches, quantitatives et qualitatives. On a la linguistique du corpus, on a les approches ethnographiques, on a, l'ethnométhodologie, et du coup, heu, il y a tout un espace d'approches analytiques aussi, d'outils de recherche, qui sont mobilisés afin d'analyser, les discours. Et donc, et c'est une liste presque infinie. Il y a les approches narratives,
il y a l'argumentation, il y a, il y a l'énonciation, il y a la distribution, et cetera. Donc, il y a beaucoup de choses, méthodologiques qui ont été utilisées, afin d'analyser des discours, grands, disons, avec, voilà, des communautés, qui sont énormes, avec des millions de personnes, mais aussi des discours, petits qui sont situés, voilà, dans les échanges face à face et selon les questions et selon les défis, on mobilise, des outils méthodologiques différents. Hem et donc ça, c'est un aspect de ce champ des études du discours et parfois, voilà, il y a des perspectives bien empiriques, sur les objets, discursifs et parfois il y a aussi, des perspectives très théoriques et ça, c'est disons un autre débat. Heu, il y a toutes les épistémologies discursives, on a les Foucault, on a les Judith Butler, on a les Pêcheux, qui ont pensé, voilà, qui ont réfléchi sur le langage en tant que, vecteur, central dans la société contemporaine et donc, il y a toute voilà, une réflexion discursive, à travers des angles différents. Il y a aussi, l'approche de Habermas, qui est plus, philosophique et plus, délibérative, hem, sur, la place du langage dans les sciences sociales et humaines et du coup, voilà, ce sont des débats bien, heu, larges avec des participants des disciplines différentes et du coup, les études du discours se sont créées quand les 2 se sont rencontrés. Donc bien sûr, en fait, la norme, l'idéal, en études du discours, c'est de combiner, heu, le travail sur les objets empiriques avec, une bonne réflexion sur les enjeux théoriques et épistémologiques. Et du coup, on ne veut pas du tout, séparer, entre les 2. On invite, à les mettre ensemble et à réfléchir, heu, sur les synergies. Hem, voilà, je vais pas trop, rester là-dessus et je vais juste dire quelques mots sur les définitions. Parce qu'en fait, la notion de discours, c'est une notion assez vaste, parfois un peu difficile parce que, elle est utilisée dans des contextes très différents, avec des sens très différents. Et je vais rapidement distinguer le discours, de conversation, de texte et de contenu. Parce que, quand on vient de l'extérieur, on a souvent du mal à voir, ce que c'est le discours par rapport, à ces autres questions qui sont aussi importantes pour les études du discours. D'abord, normalement, le discours, ce sont des dynamiques, les pratiques discursives dans les grandes communautés, normalement. Donc, c'est la production du sens, dans la société, plus large. Alors que conversation désigne plus précisément les interactions entre, peu de gens. Par exemple, voilà, ici, il y a un groupe où il y a quelqu'un qui parle et il y a une organisation temporelle, séquentielle, du discours et les 2 sont importants, mais disons la notion classique du discours, aujourd'hui et c'est le cas aussi dans le monde anglo-saxon, c'est plutôt les discours, disons, heu, en société, dans les contextes institutionnels. Hem, Puis il y a l'autre distinction entre discours et texte et là, on renvoie par exemple aux discussions qu'on a avec, les débats en littérature, en linguistique, où, le discours, c'est plutôt, hem, l'usage du langage dans un contexte, par, des gens différents souvent, alors que le texte, c'est le résultat de cette activité linguistique. Hem, c'est, c'est disons une composition, plus ou moins organisée, des énoncés, qui organise, son propre contexte et du coup, quand on parle de texte, normalement, on pense, à quelque chose de plus clos. On pense, par rapport, voilà, aux productions linguistiques, en vue d'un contexte. Mais le discours, c'est les 2. Donc,
les discours, normalement, c'est jamais juste le langage, c'est toujours texte et contexte ensemble. Et troisièmement, souvent, on a du mal à distinguer entre discours et contenu. Et, et voilà, normalement, pour les discursivistes, c'est très important, de travailler sur la matérialité, du langage, donc sur ce qui est écrit, l'organisation formelle du matériel linguistique. Et alors que le contenu, c'est plutôt du côté de l'interprétation et du coup, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut, d'un point de vue discursif, lire de la surface, d'un texte. Le contenu, d'un point de vue discursif, c'est une construction sociale avec, voilà, dans des contextes spécifiques et c'est quelque chose, qui n'est pas du tout, automatique, qui n'est pas inhérent, aux textes ou aux objets culturels, avec lesquels on vit. Donc, quand on parle de contenu, c'est plutôt, voilà, quelque chose de construit, de spécifique et il y a, disons, un conflit entre les discursivistes et les analystes du contenu qui pensent, ou qui pensaient à un moment donné que les contenus, c'est quelque chose qu'on peut mesurer avec des méthodes, positivistes, par exemple dans le sens de communication et du coup, les discursivistes sont un peu plus, sceptiques par rapport à cette possibilité, hem, de mesurer, le sens. Et je ne sais pas si j'ai encore, 2 minutes, pour quelques problématiques clés. Hem, Christine? Je pense que j'arrête ici, hein? Non, Tu je non, je pense que tu peux oui, continuer. oui. Ouais, je continue très Oui. rapidement avec, juste pour vous donner deux idées clés. En analyse du discours par rapport à d'autres disciplines qui étudient, elles aussi, hein, la production du sens en société. Hem, L'analyse du discours, les études du discours, c'est juste un champ parmi beaucoup d'autres. Il y a la sociolinguistique, il y a l'argumentation, la rhétorique, la sémiotique et cetera. Il y a aussi tous les débats, les discussions qu'on a dans les disciplines, la sociologie du langage, la sociologie du savoir et cetera. Et donc, et je pense que ce qui est distinctif, pour le discours, c'est que premièrement, on perçoit, le langage comme quelque chose, comme une activité qui est constitutive, de la réalité sociale. Donc le langage, c'est pas purement instrumentel, c'est pas, juste un moyen pour représenter quelque chose qui est là, en tant que réalité, mais, on s'intéresse à la question comment, en utilisant le langage dans nos contextes, dans nos communautés, dans nos groupes, hem, on contribue à créer des réalités sociales. Ça ne veut pas forcément dire que tout se crée en toute la réalité est langagière, je pense que ce serait beaucoup trop radical, mais on s'intéresse, au phénomène où le langage est constitutif à la production des effets du réel, par exemple. Ça peut être, voilà, dans les interactions où on crée quelque chose, une relation qui devient réelle, qu'on ne peut plus ignorer, dans nos échanges. Le séminaire, par exemple, est devenu un type de réalité, dans notre discours, sur le discours. Hem, mais après, il y a d'autres, voilà, réalités qui se sont construites, hein. Il y a le chômage, par exemple. Ça aussi, c'est quelque chose qui est construit, peut-être plus avec les chiffres, hein, les taux de chômage qui sont publiés chaque mois. Mais ça aussi, c'est un discours qui crée, une idée, sur la société, sur le social qu'on ne peut plus ignorer. Donc ça, c'est une chose. Le rapport entre langage et réalité sociale qui est très important. La deuxième chose, c'est la question, des sujets, des agents, des acteurs et alors qu'en sciences sociales, souvent, on a vu, les acteurs comme des entités avec des idées, des intentions, des stratégies qui entrent dans les interactions sociales avec des buts, des objectifs. Ici, en analyse du discours, on perçoit les sujets beaucoup plus comme des effets du discours. Ce sont des constructions qui, qui sont, produites, dans des dynamiques, entre les gens qui utilisent le langage.
Et, et donc, par exemple, heu, on s'intéresse à la question comment certaines personnes, deviennent, visibles, comment il y a, heu, une répartition de place, qui est importante pour la communication des idées. Donc, s'il y a des gens qui utilisent, le langage, c'est aussi les positions discursives qui leur donnent une place et une visibilité sans laquelle ce sera impossible pour eux de participer dans le discours. Donc on change un peu la perspective, on passe d'une perspective, du point de vue de l'acteur, vers le point de vue du discours qui a ses propres mécanismes, ses règles et ses contraintes et qui permet à certains de prendre la parole et d'exclure d'autres. Voilà, c'est ça un peu, j'en reste ici, on peut parler, voilà, de l'histoire du chant à un autre moment, et je passe la parole à je pense que c'était, Manon. À moins que vous n'avez à moins que vous n'ayez des réactions tout de suite, je ne sais pas. Mais on peut aussi le faire après les 5. Je pense que c'est maintenant. OK. Bon, les réactions, ce sera pour après. Oui, bah, en fait, je pense qu'on va un petit peu, tous aller dans la même direction puisque de toute façon, on est animés par des questions proches, donc je vais redire, un peu, ce que tu viens de dire, hein. Peut-être que plus ça va aller et moins on aura de trucs à dire parce que tout le monde aura dit ce qu'on avait prévu. Oui, je pense que ce qui nous réunit ici, c'est, l'importance de penser le langage comme une pratique sociale et donc de refuser les approches proposées par la linguistique interne qui cherche les règles du système et à travailler sur les langues qu'abstraction. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de penser donc le langage comme une activité sociale et comme une pratique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, pour commencer, on pourrait dire que ça veut dire qu'on a envie de réfléchir à qu'est-ce qui contraint, qu'est-ce qui détermine, nos manières de parler, et nos manières d'interpréter et donc les effets de nos paroles. Donc qu'est-ce qui est déterminé, contraint socialement et historiquement et par quoi est-ce que c'est contraint? Par quel type d'organisation sociale? Par quel type de rapports sociaux? Et en même temps, qu'est-ce que ça produit concrètement? Qu'est-ce que ça fait à ces rapports-là? Hem et qu'est-ce que ça fait au réseau de ces rapports et à l'organisation de ces rapports sociaux. Euh, donc voilà, ça part du principe que si c'est une pratique, si parler est une pratique, il faut prendre en compte ces conditions de production socio-historiques et se demander en quoi est-ce que, comme tu l'as dit, ça performe aussi et ça construit euh, dans l'acte même la réalité sociale à laquelle on participe tous et qu'on construit tous ensemble en permanence. Euh, voilà, alors, il y a peut-être trois aspects. Je vais aller assez rapidement parce qu'il est déjà, 53 et que voilà, on est 5 à parler. Il y a peut-être 3 aspects qui sont intéressants, mais là aussi, il va y avoir, voilà, ça va rejoindre ce que tu as dit, tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a cette question-là, assez, plutôt travaillée par la sémantique discursive, qui est cette question de la représentation discursive du monde et donc de la référence. Donc comment les mots réfèrent au monde, pour aller vite. Donc cette question qui rejoint les questions de dialogisme notamment, qui parle du monde comment et à quelle époque, pourquoi et qu'est-ce que ça fait. Donc voilà, toutes ces questions d'interdiscursivité, de dialogisme, de mise en rapport de discours qui se sont tenus qui se tiennent ou qui se sont tenus à des époques différentes et dans des lieux différents. Donc cette question-là, avec toujours, voilà, l'intérêt en se posant toujours la question de quels sont les rapports de force qui sont en présence et quels sont, les enjeux, sociaux et politiques des actes de nomination, par exemple. Voilà, donc ce sera un premier champ de questionnement, qui serait,
la capacité à représenter discursivement le monde comme lieu d'affrontement, de rapports de forces sociaux. Voilà. Ça pourrait être une première manière avec laquelle, penser, le langage comme pratique, qui construit le monde, voilà, bon, c'est un champ classique de l'analyse du discours. Deuxièmement, il y a toute la manière avec laquelle, donc voilà, comme tu le disais aussi, on construit, dans l'interaction même, en fait. Dans, le fait qu'on est en communication tout le temps en permanence les uns avec les autres et que, on construit des contextes et on participe, qu'on le veuille ou non toujours, à des ordres, à ce qui relèverait des ordres de l'interaction. Donc là, c'est plutôt tout ce qui a été travaillé aussi bien par l'analyse conversationnelle que par les interactionnistes, ou la sociolinguistique aussi, de l'interaction. Donc voilà, comment est-ce qu'on construit des cadres en fait de l'interprétation et comment est-ce qu'on donne sens à l'expérience qu'on est en train de construire, ensemble. Donc là, il y a peut-être plus de questions sur comment est-ce que, toutes ces contraintes, qui pèsent, toutes ces contraintes sociales qui pèsent aussi sur nos manières d'interpréter notre rapport à l'autre, notre relation à l'autre, au monde et à ce qu'on est en train de faire ensemble. Et quelles sont, moi ce qui m'intéresse, c'est aussi quelles sont, nos marges de manœuvre et comment est-ce qu'on peut subvertir ces ordres-là, sachant que, ils sont dans une relation dialectique avec, l'ordre social plus global, donc qui travaille d'une certaine manière forcément, donc l'institution, on pourrait dire. Voilà, de quelle manière, on reproduit des rapports de force structurants, à chaque fois qu'on se parle. Hem Et qu'on interprète la manière avec laquelle l'autre nous parle. Ça pourrait être aussi un 2e, pôle, hem, de réflexion, on pourrait dire, un deuxième axe de réflexion. Et puis la 3e, chose qui m'intéresse aussi, qui est pour le coup plus un objet classique de la sociolinguistique, c'est de se demander en fait comment est-ce que, les formes, langagières et les ressources sémiotiques d'une manière générale, qu'on mobilise, sont différemment valorisées et pourquoi est-ce qu'elles sont valorisées, différemment et surtout comment est-ce que ces valorisations-là émergent, au niveau déjà de l'interaction elle-même et puis au niveau, plus, on va dire historique, comment on peut reconstruire l'émergence de valorisations différentes, de manières de parler, que ce soit aussi bien de manière de nommer que de manière de prononcer, que de manière de s'habiller, que de manière de se comporter. Et donc là, c'est plus les questions peut-être d'anthropologie linguistique aussi, comment est-ce qu'on crée de la différence, et que entre des formes, et donc comment est-ce qu'on crée des signes et qu'on les perçoit comme différents et comment ensuite on les hiérarchise. Voilà et comment tout ça ensuite en effet, il y a la question des sujets qui est aussi intéressante, comment tout ça est, est incorporé, naturalisé, nous construit comme sujet ou pas. Enfin, oui, nous construit forcément comme sujet, mais comment on se dépatouille avec tout ça et comment on peut se déplacer, voilà, dans ces contraintes et dans ces interpellations et répéter. Voilà, donc ça, c'est plus, les questions, traditionnelles de la sociolinguistique, je dirais, par exemple, qui réfléchit en termes, voilà, de valorisation des différentes, formes sémiotiques disponibles. Je pense que c'est tout ce que j'avais envie de dire là, je sais pas, j'ai pas non plus envie trop d'empiéter sur la suite, donc voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux peut-être définir, le rapport entre sociolinguistique et analyse du discours? Bah, justement, c'est quelque chose que non. Non, parce que c'est je te le dis tout net, hein, parce que c'est quelque chose qui justement m'occupe, beaucoup et justement, j'ai du mal à démêler, pourquoi est-ce que c'est devenu 2 disciplines différentes en France, mais c'est un projet de recherche qu'on a avec Marie Veignard, d'aller interviewer tous les gens qui ont construit, ces 2 disciplines-là, tant qu'on peut encore les interviewer, dans les années, 70, pour comprendre, comment est-ce qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose comme de la sociolinguistique et quelque chose comme de l'analyse du discours en France qui, moi, ça me paraît dommage qu'il y ait parce que c'est vrai que c'est pas les mêmes colloques, c'est pas forcément les mêmes, revues, c'est pas forcément les mêmes, voilà, des références, enfin bon bref. Donc il y a des passerelles, mais voilà, bon bref, j'ai l'impression qu'il y a un peu quand même 2 communautés de recherche, de chercheurs et de chercheuses, ici, mais c'est un travail en cours que donc je pourrais pas trop m'avancer, On reviendra là-dessus.
Et Oui, on je pense qu'on aura passe, l'occasion d'y revenir et puis peut-être que parmi les gens qui sont là, après, je pense que c'est une question ouverte, voilà, ouais et je sais même pas si elle est intéressante en soi parce que ce serait vraiment une question, d'histoire des disciplines, enfin, ce serait une histoire, enfin, ou d'épistémologie parce que dans d'autres endroits, ça s'est pas du tout construit comme ça et voilà, bref. bien sûr. Donc on passe à Marc. Peut-être qu'on peut prévoir une petite pause avant? Non? Ah oui, c'est Mmh. vrai, c'est à 1 heure, on peut faire une petite pause, ouais. On coupe le flow? Je Une pense que pause c'est de peut-être pas combien? mal, non? Ça nous donne un peu l'occasion de prendre un café ou quelque chose comme ça. Oui. On reprend et on continue avec, Marc Lady. Alors, il va apparaître un C'est Christine qui va mettre le PowerPoint. élément de vidéo. Voilà, il arrive. Voilà. Voilà. Alors, comme sociologue, ma mission dans cette présentation était de porter un peu le regard du sociologue sur le langage, de montrer comment, en tant que sociologue, on peut se situer par rapport aux dimensions langagières du social, quel type de travail on peut faire avec la question du langage, ou ce que j'appellerais moi plutôt des pratiques discursives. Alors, je le ferai de manière peut-être plus descriptive, en reprenant bien des choses qui ont été dites euh, par Johannes, par Manon. Je pense que quand on est sociologue là, et qu'on s'intéresse à la question du langage, la première chose qui apparaît, c'est l'évidence des pratiques discursives qui constituent une réalité sociale observable, sur lequel, du coup, on va pouvoir euh, construire sur lequel on va pouvoir construire des méthodologies d'observation et d'analyse de données, et puis qu'on va analyser avec des approches théoriques, et Johannes a cité quelques-uns des modèles théoriques qu'on peut utiliser. En parlant de pratique discursive, il est clair qu'on se situe plutôt du côté de l'analyse de l'énonciation et de l'analyse des discours, sans exclure des méthodologies liées à la sociolinguistique. Alors moi, comme je suis sur la question du langage dans les organisations et dans le travail, je voudrais donner juste quelques exemples de cette matérialité visible des discours pour le sociologue. Les problèmes de communication qui se posent dans les organisations, qui ne se résolvent pas des problèmes de transmission d'informations, mais d'incompréhension entre agents, entre services, entre entités dans les organisations, et qui nous amène à penser que ces pratiques discursives portent plus des phénomènes d'incompréhension que de véritables partages de sens, l'objectif des organisations étant souvent, par la communication, de produire un sens unique ou un sens commun, qui est une illusion compte tenu de la diversité des parcours, des cultures et des projets. Un autre exemple, c'est la répétitivité des discours dans les organisations, les effets de slogans, du discours institutionnel de l'entreprise, mais aussi les langues d'entreprise avec leurs acronymes, qui portent des cultures professionnelles ou des cultures de métiers ou de secteurs. Également, les effets de propagande qu'on peut observer dans l'entreprise. Il est clair que les entreprises construisent leur communication à l'extérieur et à l'intérieur, et que du coup, on a des argumentaires qui n'imposent pas n'importe quel type de représentation. La question aussi de la subjectivité par rapport à ces discours plus idéologiques. Et on retrouve un peu ce que disait Manon ici, dans la réalité des observables, je dirais, dans le monde des organisations. C'est que les acteurs ont du mal à dire leur identité dans des discours normés qui leur imposent une certaine conception de l'action, une certaine conception stratégique la plupart du temps, ou une conception économique et financière dans laquelle ils ont du mal à dire la réalité de leur travail. Je pense aux articles de Langage et Travail sur C'est difficile à dire pour des
des salariés, ouvriers ou techniciens qui ont du mal à parler dans la langue officielle des organisations parce qu'elle est contraignante, elle ne leur permet pas de dire la réalité de leur travail. Et puis, il y a encore cet effet qu'on peut citer d'un travail qui est de plus en plus médié par le langage, ce que Boutet a appelé la part langagière du travail, le langage dans les interactions de travail et dans la coordination au travail est essentiel, mais aussi le langage comme travail. Et les pratiques discursives sont devenues un travail en soi dans la plupart des secteurs. Donc, le sociologue est confronté d'emblée à une réalité sociale observable. Le social est un ensemble de pratiques discursives. Alors, est-ce qu'il est le tout des pratiques discursives ou est-ce qu'il y échappe? Il est beaucoup, c'est difficile de trancher cette question-là, mais le social est beaucoup un ensemble de pratiques discursives qui sont analysables en tant que telles, avec un cadre théorique qu'il faut choisir. Ils ne sont pas équivalents. Un cadre, encore une fois, de l'énonciation, de l'analyse de discours, ce n'est pas le cadre de la sociolinguistique, même s'il y a des liens qui peuvent s'établir à un moment donné entre ces différents cadres théoriques. Le cadre de l'argumentation, le cadre des interactions, le cadre ethnométhodologique n'est pas indifférent. Ce sont des cadres, spécifiques que le sociologue doit maîtriser un petit peu pour pouvoir faire ses choix. Et c'est là que c'est assez difficile dans l'interdisciplinarité, c'est que cette complexité, parfois la difficulté à saisir les nuances, et notamment des nuances conceptuelles, ne rend pas facile le travail pour le sociologue qui peut s'épuiser devant la diversité de ces cadres, la complexité de ces cadres, et qui rentrent par l'un d'entre eux la plupart du temps. Alors, par exemple, beaucoup de sociologues rentrent par la question de la numérisation et des logiciels d'analyse quantitative des discours, et ne se rendent pas compte que c'est une construction particulière en termes c'est une construction méthodologique spécifique. Moi, à un moment, j'ai essayé de rentrer par l'école de l'argumentation, et puis j'ai travaillé avec Jean Blaise Grise, qui est un logicien de la logique naturelle, et ça m'a poussé vers l'analyse de discours et l'énonciation, parce que dans le courant de Jean Blaise Grise, il y avait un intérêt pour les opérations énonciatives. Bon, c'est un angle assez précis qui heureusement ne m'a pas enfermé, m'a permis de m'intéresser à l'analyse de discours après, mais voilà, il faut savoir que ce choix-là n'est pas facile pour les sociologues. Voilà, alors après, ces pratiques discursives sont partie prenante des pratiques sociales. Les isoler à un moment donné est un artefact méthodologique, mais pourquoi pas? Moi, j'apprends à mes étudiants finalement que le journal de terrain, l'observation participante, l'analyse quantitative sont des outils pour isoler et travailler la réalité sociale, mais que les discours, les pratiques discursives sont des observables qu'on peut enregistrer, qu'on peut isoler à un moment donné. Un article d'un journal interne, le discours annuel du PDG, une interaction enregistrée, des mails qu'on isole à un moment donné pour comprendre comment se met en place une transformation organisationnelle, sont tout à fait intéressants. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps. Je veux bien votre retour sur ça, si j'ai encore un petit peu de temps pour dire, alors, le paradoxe sociologique, c'est que les sociologues ont eu du mal à faire avec cette matérialité langagière. Ils la traversent la plupart du temps enfin, ils traversent le langage pour accéder aux réalités sociales ou aux faits sociaux. Ils font des entretiens, mais dans les entretiens, ils ont du mal à donner leur place
à la fois la dimension interactionnelle de l'entretien qui construit le sens à deux, qui co-construit le sens social dans la situation de l'entretien, et donc qui ne rend pas, comment dire, uniforme dans les pratiques d'enquête l'incidence des actes de questionnement ou des actes de suggestion d'élaboration des chercheurs. Deux chercheurs sociologues ne sont pas équivalents dans la production du sens à travers un entretien, et les interviewés s'engagent dans une pratique discursive située et contextualisée, et on ne peut pas faire abstraction de ces éléments d'interaction et de contextualisation pour analyser le sens qui est produit. Comment dire, la qualité des enquêtes va dépendre de la personne de l'enquêteur en tant qu'il est qu'il est un acteur social engagé dans une pratique discursive d'un certain type, qui va favoriser ou pas des élaborations, qui va favoriser ou pas du discours langue de bois ou du discours d'élaboration et de... Les étudiants, par exemple, ont beaucoup de mal à ne pas rabattre les entretiens sur les questions qui les intéressent, à co-construire, à permettre l'élaboration du sens et la co-construction du sens, plutôt que de et ils ont plutôt tendance à rabattre sur les questions par tout un tas de mécanismes, par les questions qu'ils se posent eux-mêmes par rapport à la réalité, alors que c'est plutôt les représentations et les questions que se posent les acteurs qui doivent être à l'horizon de la pratique discursive dans un entretien. Donc, ce paradoxe en sociologie d'un langage qui est transparent, qui permet d'accéder au réel social, avec, je rappelle toujours, parce que c'est intéressant, l'analyse de Demazière et Dubar, dans Analyser les entretiens biographiques, l'ouvrage figure dans la bibliographie de cette première séance de séminaire, les tendances des sociologues à être très vite dans une posture illustrative ou dans une posture restitutive au lieu d'être dans une posture analytique des discours. Alors, la posture illustrative, c'est tout simple, mais c'est on ne se sert des discours que lorsqu'ils confirment des orientations interprétatives du sociologue, et donc on mêle à l'énonciation sociologique du verbatim, ce qu'on appelle du verbatim. Le statut de verbatim pose vraiment question dans la mesure où il est illustratif et qu'il ne rend pas compte de la dynamique de production de sens de l'interviewé ou de l'acteur social à l'horizon du discours et de l'enquête. La posture restitutive pose problème aussi, c'est comme un abandon du sociologue, ça existe dans certains courants, notamment ethnométhodologiques, mais je force un peu le trait exprès là, mais ça existe aussi chez Bourdieu, dans La misère du monde, lorsqu'au lieu de construire son analyse, il restitue l'ensemble des discours en disant au lecteur, c'est à vous de faire le travail d'analyse sociologique à partir de ces discours. Ces discours sont comme la réalité sociale elle-même. Il y a confusion à ce moment-là entre, disons, le travail d'analyse sociale de l'acteur social et la construction sociologique, pour la construction d'une analyse sociologique. Je laisse cette question-là, mais ça pose problème. Et la posture analytique qui pourrait être revendiquée par le sociologue, qui tient compte de la matérialité discursive, c'est une autre posture, c'est une posture qui fait des entretiens, non pas, ou qui fait de l'enquête sociologique, non pas une manière d'accéder à des faits sociaux, mais plutôt à une construction sociale de la réalité, à une définition de situation sociale, comme dit Thomas, et donc qui amène le sociologue à se rendre compte que le sens n'est pas transparent, mais que le sens est une construction dont il faut analyser les mécanismes de production. Je renvoie à tout ce qu'a dit Johannes précédemment. Du coup, je finirai par là. L'interdisciplinarité avec la sociologie, nous conduit, nous sociologues qui tiennent compte de la matérialité langagière, à transformer l'objet sociologique par cette approche discursiviste, je dirais, et
un très bon exemple de cette transformation me semble être l'ouvrage de Mazières, que j'ai précisément inséré dans la bibliographie pour ça. De Mazières part de la question du chômage, qui est sa question sociale, disons, et il montre comment, dans sa thèse d'habilitation, comment la sociologie du langage va transformer cet objet, c'est-à-dire au lieu de partir du chômage comme d'un objet de recensement, de calcul statistique ou de comptage, il part de l'analyse des variations dans la manière de dire le chômage et de considérer le chômage. Donc il part d'une perspective historique, on pourrait dire presque à la Foucault, pour montrer comment le chômage est une catégorie discursive et sociale, bien sûr, qui permet de donner sens différemment suivant les époques historiques à des situations de privation d'emploi. Et on sait tous que eh bien, les institutions, disons, officielles comptent le chômage en fonction des politiques sociales et des politiques de traitement du chômage, tantôt en écartant certains individus, tantôt en les réintégrant dans la comptabilité des chômeurs. Du coup, de Mazières, dans son travail, nous dit en fin de son travail, dans une perspective véritablement de sociologie discursiviste du chômage, que le chômage n'est pas une catégorie si résistante qu'elle fait peser une chape de plomb sur l'espace social. Donc c'est la réalité même du chômage qui peut se transformer lorsque on ne s'intéresse pas qu'à des comptages, mais lorsqu'on regarde la manière de construire discursivement les catégories de chômeurs dans une société donnée. Merci beaucoup, Marc. Je propose de continuer avec Christine et Luciana. Je propose aussi de faire la bibliographie commentée qu'on a préparée la prochaine fois. Et de toute façon, on a du temps, hein. On peut commencer avec les présentations des autres participants ici dans le séminaire par le chat. On aura le temps pour un tour de table aujourd'hui. Et on aura encore beaucoup plus de temps la prochaine fois. Et on vous invite à penser à présenter peut-être vos projets, vos questions dans des mini-interventions la prochaine fois. Donc, on veut savoir ce qui vous amène ici et voir comment voilà, on peut créer ici un échange entre tous les participants. Donc, je pense que maintenant, c'est à Christine, hein. Oui, et pour compléter ce que tu disais, Johannes, si vous le souhaitez, enfin, si des participants souhaitent pour la prochaine séance présenter un peu leurs travaux, je vous propose de me contacter par mail pour qu'on organise un peu ces prises de parole ou dans le chat dès à présent pour qu'on puisse voilà, commencer à nourrir cet échange dans le cadre du séminaire. Donc, je me propose de mettre l'accent à présent sur les liens, les apports, le dialogue entre les sciences de l'information et de la communication et l'analyse de discours. Donc, les sciences de l'information et de la communication, comme d'autres disciplines, on vient de le voir, mobilisent les discours, on recourt au discours dans leurs travaux. C'est une discipline, les sciences de l'information et de la communication, relativement récente, puisqu'elle date de 1974, dans sa reconnaissance par le Conseil national des universités en tant que discipline. Et c'est une discipline par définition interdisciplinaire, pluridisciplinaire, puisque les chercheurs viennent d'horizons divers, mais travaillent sur des objets communs, bien sûr, les processus de communication au sens large, avec des problématiques et des perspectives qui vont de la communication politique et publique à la communication des organisations et plus récemment, bien sûr, aux enjeux liés à la communication numérique. Donc, on peut déjà noter une diversité des discours et des approches en sciences de l'information et de la communication. Et Claire Auger, en 2007, soulignait parfois
une forme d'instrumentalisation de l'analyse du discours qui n'est pas spécifique aux sciences de l'information et de la communication, mais c'est une question qui peut se poser parce que très souvent, il y a l'idée d'échange de corpus contre des méthodes avec parfois une méconnaissance un peu des enjeux liés à l'analyse de discours et une confusion qui peut arriver avec l'analyse de contenu qui présuppose une forme de transparence, d'immanence du sens. Alors, il me semble que les sciences de l'information et de la communication, dans ce dialogue avec l'analyse de discours, peuvent être fécondes parce qu'elles mettent l'accent, les sciences de l'information et de la communication, sur les situations de communication et les conditions de production des discours. Et c'est dans ce sens où, de mon point de vue, le dialogue est intéressant parce qu'il s'agit bien évidemment de ne pas mésestimer la façon dont on en a déjà parlé, Johannes, Manon et Marc, les discours se co-construisent et la façon dont ils contribuent à l'exercice de rapports de force, des pratiques sociales, mais aussi, et c'est là où les sciences de l'information et de la communication apportent un éclairage, sont contraints. Les contraintes qui pèsent sur les discours, qu'elles soient techniques, je pense en particulier à la communication numérique, mais c'est vrai pour la communication politique, la communication publique, la communication des organisations. Donc ces contraintes qui pèsent sur les discours, qu'elles soient techniques ou sociales, sont bien évidemment très importantes pour l'analyse de discours parce qu'elles permettent, ces contraintes, de mieux contextualiser les discours et de saisir d'une certaine façon ces conditions de production. Alors, si je mets un peu l'accent sur ce point et Luciana va y revenir, c'est parce qu'un certain nombre de notions en sciences de l'information et de la communication peuvent être intéressantes, des notions comme celle de médiation, de dispositif. Luciana va en parler. Ces notions peuvent aider, il me semble, en analyse de discours, à mieux saisir ces conditions de production. Et Marc l'a évoqué tout à l'heure, il y a aujourd'hui de surcroît un enjeu important dans le contexte des humanités dites numériques et des corpus numériques, qui est celui des big data et donc des approches dites quantitatives. Et cette tension entre le qualitatif et le quantitatif, que ce soit, je dirais, en amont, dans les modalités de constitution des corpus, mais aussi en aval dans la façon dont on va analyser ces corpus en mobilisant l'analyse de discours, parce que voilà, il me semble qu'il y a une nécessaire articulation des approches qualitatives et quantitatives. Et voilà, je vais évoquer tout à l'heure dans la bibliographie un ouvrage dirigé par Émilie Ney, dans lequel j'ai contribué, sur aujourd'hui les enjeux méthodologiques, mais aussi épistémologiques des approches quantitatives et l'importance, bien sûr, du retour au texte et aux conditions de production pour mieux saisir la façon dont les discours se façonnent, en particulier en contexte numérique. Donc, je crois que, et c'est un peu l'intérêt de ce séminaire, que dans le dialogue de nos différentes disciplines, sachant que nous travaillons bien sûr en SIC avec des problématiques spécifiques qui portent par exemple sur la façon dont dont les discours circulent, la façon dont les discours se façonnent en fonction des situations de communication. Il me semble que dans le dialogue entre nos différentes disciplines, il y a une dimension extrêmement féconde, à la fois méthodologique et aussi épistémologique, pour arriver parfois à construire un langage commun, parce qu'il y a bien évidemment aussi des enjeux terminologiques, on l'a vu, qui soulignent aussi les limites de nos approches disciplinaires, mais aussi les enjeux pour arriver à construire une façon d'appréhender les discours sans les réduire et sans non plus appréhender l'analyse de discours comme juste un apport de méthode pour traiter et faire parler des corpus. Donc, je vais donner la parole à Luciana qui va compléter un peu ce que j'ai pu évoquer en prenant exemple sur certains types de corpus.
Merci beaucoup, Christine. Nous restons donc sur le terrain des sciences de l'information et de la communication. Et avec Christine, nous avons discuté, il nous semble important qu'on souligne l'importance des médias dans le terrain d'étude des SIC. Et je vais donc les aborder plus en détail, mais bien sûr en 5 minutes et pas plus. Dans un premier temps, il nous semblait important de revenir à ces concepts de conditions de production et Charodot avait fait la distinction entre conditions de production, construction du produit et conditions d'interprétation. Et ces 3 éléments contribuent à la machine médiatique de construction du sens, parce qu'à chaque fois, il s'agit de comprendre comment le sens est produit par cette machine médiatique, comme il l'appelle. Les conditions de production sont distinguées en 2 espaces, dit Charodot. Un espace externe-externe et un espace externe-interne. Maintenant, Charodot aime beaucoup entrer très dans le détail de ces classifications. Donc, on aurait d'un côté des conditions socio-économiques de cette machine médiatique, comprise comme une entreprise dont l'organisation est régie par un certain nombre de pratiques plus ou moins institutionnalisées et dont les acteurs possèdent des statuts et des fonctions en relation avec celles-ci. Il s'agit donc ici d'analyser les pratiques et les représentations de cet espace qui relève principalement d'une problématique d'ordre sociologique, comme Marc le disait. Le second espace des conditions de production comprend les conditions sémiologiques de la production, celles qui président à la réalisation même du produit médiatique. C'est donc la question de la mise en discours à l'aide de moyens techniques dont les acteurs disposent. Donc, on est sur une problématique d'ordre socio-discursif. Ensuite, les conditions de réception se distinguent en 2 espaces aussi, interne, externe et externe, externe. J'aime beaucoup ces distinctions que Charodot fait. Dans le premier, dans l'espace interne-externe, se trouve le destinataire idéal, n'est-ce pas, la cible. Et cet espace est le lieu des effets supposés que dont on peut parler, mais bien sûr, il est différent du deuxième espace qui est celui du récepteur réel, le public, qui est une instance de consommation, le mot on peut ne pas trop l'aimer, consommation de l'information médiatique. Et donc, c'est ce public qui interprète les messages qui lui sont adressés selon ses propres conditions d'interprétation. Et puis, il y a le lieu des contraintes de construction du produit. C'est le lieu où tout discours se configure en texte selon une certaine organisation sémiodiscursive faite d'agencements de formes, les unes appartenant au système verbal, les autres à divers systèmes sémiologiques, iconiques, graphiques, gestuels. Johannes en a parlé un petit peu. Christine évoquait la question de la médiation et il me semble qu'en sciences de l'information et de la communication, on veut aller plus dans le détail et souligner l'importance de la médiatisation par rapport à la médiation. Alors, si on peut comprendre la médiation au sens classique et général comme un sens de relation, d'interface entre 2 termes dont l'identité peut varier selon les domaines de recherche. Et ainsi qu'on insiste sur la place des médias, et donc on parle de médiatisation et plus de mise en dispositif médiatique. Et donc, il y aurait 3 aspects à souligner pour la médiatisation. Premièrement, l'intervention dans les actes de communication médiatique d'un ensemble de matières sémiotiques qui obéissent à des modes de signification spécifiques. Deuxièmement, c'est la dimension collective et stratégique
de ce type d'acte de communication, et cela relève de la posture interdisciplinaire des SIC, qui invite à aller au-delà des productions discursives et à s'intéresser à des logiques sociales, des acteurs professionnels qui participent à leur élaboration. Et troisièmement, il y aurait une dimension doublement interactionnelle de la communication médiatique. Et le terme de dispositif lui-même a connu, je ne sais pas si on peut parler d'évolution, mais connaît, voilà, on va dire, plusieurs manières de le comprendre. Et je ne sais pas si on peut dire que quasiment toutes ces approches font référence aux théories sur le dispositif d'Agamben, cette théorie, elle est très versatile, ou comme dit Guy Lochard, on peut l'employer à toutes les sauces, ce qui est aussi, pourquoi pas, très bien. Et donc, il y aurait une première approche, une perspective freud-lacanienne, que Jean-Louis Baudry avait utilisée. Et donc, pour lui, il s'agit de rendre compte du processus d'hallucination, de domination idéologique vécu par le spectateur des salles obscures. Lui, il analyse le cinéma et le dispositif cinématographique. Ensuite, une deuxième approche qui s'appuie, elle, sur des perspectives Foucaultiennes. On a des études sur la télévision. Étienne Allemand, par exemple, conçoit la télévision comme un gigantesque dispositif de surveillance sociale. Et Noël Nel, lui, conçoit le dispositif télévisuel comme un réseau d'éléments hétérogènes, en soulignant que ces dispositifs réticulaires n'ont d'efficace que parce qu'ils sont ordonnés par une stratégie comprise comme une manière d'ancrer le réseau dans le social, de passer de l'interne de l'organisme à l'organisation en produisant un effet de domination. Guy Lochard, pour sa part, s'appuie sur les travaux de Pierre Schaffer, et c'est une appropriation qui se situe en conséquence et non au niveau du média, donc au niveau du produit médiatique lui-même. Il identifie un ensemble de principes stratégiques de construction constitutifs à chaque fois du dispositif spécifique, et il ajoute même une dimension normative, celle de dispositif de recherche. Et il étudie différents produits médiatiques, les émissions de radio, le support de presse, l'exposition, le site internet, etc. Et donc, il y a deux portées, une portée générale lorsque ces dispositifs interviennent au plan du média, et donc on parle de dispositifs cinématographiques ou télévisuels, et puis une portée plus restreinte lorsqu'il s'applique à un ensemble ouvert de composants du système produit, par exemple le dispositif de filmage ou le dispositif énonciatif. Voici donc une diversité d'approches, une diversité qui, comme vous avez pu le comprendre, est à chaque fois interdisciplinaire, comme l'ADN des sciences de l'information et de la communication. Bien, merci beaucoup pour ces présentations sur notre champ, sur la diversité des angles disciplinaires qu'on peut prendre sur le discours. Est-ce qu'il y a des réactions là-dessus? Si ce n'est pas le cas, je proposerais de commencer avec le tour de table, non? Et ce que je peux faire, je peux simplement commencer avec les personnes dans l'ordre que je vois ici sur mon écran. Ou bien on commence avec ceux qui veulent se présenter spontanément. Il y a Donc, quelques commentaires, Johannes. Il y a oui, des remarques et commentaires. Peut-être on peut commencer par ça. Je ne sais pas si on aura le temps pour un tour de table complet. ouais. En fait, ce serait peut-être pas mal d'utiliser le chat et aussi d'avoir ceux qui préfèrent le faire en direct euh, avec le son.
Donc, merci Aimé Daniel pour ta présentation sur le chat. Alors, qui veut commencer peut-être? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à Je fait. suis Claire Aubanel, je suis donc ce séminaire depuis 10 heures ce matin. Si je peux commencer à me présenter brièvement. Je suis doctorante à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Je suis doctorante en sciences du langage et je travaille en analyse de discours, en particulier sur les discours numériques. Et je fais une thèse sur les marques d'accord et désaccord en réaction au discours politique sur Twitter. C'est-à-dire, je travaille sur un corpus de tweets que j'ai recueilli pendant la campagne présidentielle en France en 2017. Et je suis ce séminaire aussi parce qu'on évoque justement tout ce qui est notion de discours et ça m'intéresse d'avoir un peu comme vous, c'est-à-dire une vision de plusieurs angles d'approche par rapport à la notion de discours. Merci Et beaucoup. depuis cette année, je n'ai pas encore commencé, mais je vais commencer à enseigner à distance une introduction aux analyses de discours. Voilà. Très bien, merci. On peut aussi utiliser la caméra si vous le souhaitez, hein, pour ceux qui parlent, mais c'est à vous de voir, hein. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Qui d'autre? Olivia, Olivia? levez la Ouais. main. D'accord, je ne vois pas les mains. Allez-y. Oui, j'active son et caméra, bonjour. Bonjour. Je vais faire assez simple. Je suis enseignant-chercheur, maîtresse de conférences à Sorbonne Université. Je suis spécialiste des organisations et du travail et je suis, alors déjà la question disciplinaire m'intéresse parce que j'ai une thèse en sociologie que j'ai réalisée à l'Université Paris-Dauphine. Je salue à ce propos Marc Glady que j'ai pu côtoyer à cette époque. Et j'ai travaillé sur des questions de langage au travail dans cette thèse de doctorat de manière tout à fait incidente et naïve, puisque je me suis intéressée aux paroles de plainte. J'étais en immersion dans une organisation et je trouvais que ce qui était dit était assez... il y avait une énigme au niveau du sens de ce que j'entendais. Et du coup, j'ai pris en compte dans la méthodologie, dans l'interprétation, les contextes d'énonciation et j'ai bâti, comme je le pouvais à l'époque, une méthodologie ad hoc pour étudier tout ça. Alors, ces questions continuent à me travailler et je suis toujours portée sur le travail et les organisations et je suis enseignant-chercheur dans un poste en SIC. Je vous avoue que pour moi, voilà, au moins 3 disciplines, sociologie, SIC et sciences du langage, je suis très intéressée alors par des clarifications sur les positionnements des uns et des autres, mais surtout par rapport à des, je ne sais pas comment le dire, des objets, peut-être des terrains. Ça fait 10 ans que je cherche mes repères et je les cherche toujours. Voilà, donc je trouve déjà que les exposés de ce matin sont très stimulants. Par exemple, j'ai noté tout à l'heure ce que Christine Barat disait sur les contraintes techniques ou sociales qui intéressent les SIC. Alors, les contraintes sociales, c'est typiquement l'objet de la sociologie. Donc voilà, qu'est-ce qu'apportent les SIC en plus? Bref, bon, je ne vais pas vous envahir avec mes questions personnelles, mais en tout cas, voilà, je suis très intéressée et très novice aussi sur tout ce qui est clarification théorique et méthodologique. Super, merci. Qui serait la prochaine, le prochain? C'est vrai que nous, ça nous aide. Moi, je serais curieuse de vous entendre pour savoir justement comment introduire et discuter les prochaines séances, parce que selon le public, c'est sûr que c'est pas pareil. J'ai l'impression que ce séminaire est en train de devenir un séminaire de recherche. Il était toujours plus ou moins un séminaire de recherche, mais avant, c'était aussi
pas mal de la formation ou un séminaire doctoral. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de savoir quel est le public. Thomas, je pense que Thomas Verret. Oui, bonjour. Alors moi, je suis doctorant en sociolinguistique et je travaille notamment sur l'inclusion des chercheurs et des chercheuses africaines dans les mondes éditoriaux scientifiques français, notamment à toutes les propositions d'articles qui sont envoyées depuis l'Afrique dans les revues françaises et qui sont voilà, évaluées, sur lesquelles on va donner une certaine valeur. Donc voilà, je travaille notamment sur un corpus d'évaluation que j'ai recueilli et que je continue de recueillir auprès de plusieurs revues. Donc moi, ce qui m'intéresse particulièrement avec ce séminaire, c'est que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de travaux, notamment en analyse du discours, aussi en sciences de l'information et de la communication, sur les discours universitaires. Alors, en sociolinguistique, ce n'est pas du tout le cas. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé beaucoup de travaux là-dessus. Donc voilà, j'étais intéressé à l'idée d'avoir un apport théorique, de mieux comprendre ce que l'analyse du discours d'une part et les sciences de l'information et de la communication d'autre part pouvaient apporter à ma recherche. Très bien, merci beaucoup Thomas. Priscille veut également prendre la parole. C'est à vous. Bonjour, vous m'entendez ? Parfaitement. Oui. Bonjour, donc je suis Priscille Latoy de l'Université de Tours. Je suis doctorante en sciences du langage, sociolinguistique et didactique des langues. Je travaille sous la direction de Didier de Robillard. Et je me suis intéressée à ce séminaire puisque le volet analyse du discours, je vous avoue que ce n'est pas un domaine qui m'est très familier. Et justement, puisque moi je suis en plein dans la sociolinguistique, je voudrais approfondir justement cette connaissance, voir quels seraient les liens entre analyse du discours et sociolinguistique, puisque ma thèse, justement, elle porte sur l'insécurité linguistique à l'île Maurice, le pays dont je suis originaire, et je m'intéresse particulièrement à l'insécurité linguistique en français, à l'île Maurice, qui est un pays plurilingue. Et pour ce faire, je me suis basée au départ sur des questionnaires. Donc, j'ai adopté une approche quantitative pour ensuite me rendre compte que cela ne répondait pas forcément à mes attentes. Et donc, après, on va dire 2 ou 3 années, puisque là, je suis en dernière année de thèse, donc au bout de 3 ans, je me suis aperçue que cela ne correspondait donc pas à mes attentes et je me suis dirigée vers le récit de vie. Donc, bien sûr, sous le conseil de mon directeur de thèse, Didier de Robillard. Et donc, les récits de vie, j'ai trouvé que cela apportait beaucoup plus à ma recherche, à mon étude. Donc, j'ai analysé des discours, des récits de vie, où je laissais les sujets parler, hein, sans forcément avoir des questions fermées. Et là, je me suis aperçue que ça apportait beaucoup plus. Et donc, justement, donc je rejoins donc ce séminaire, puisque voilà, l'analyse des discours m'intéresse dans cette perspective. Voilà. Merci. Merci, c'est très intéressant. J'ai l'impression qu'à la fois, entre ce que vous venez de dire et ce que Thomas a dit aussi avant, c'est justement ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le fait que c'est très... En fait, on est de plus en plus nombreux, j'ai l'impression, à pas se satisfaire de cette distinction entre de ces deux traditions de recherche entre sociolinguistique et analyse du discours, et à passer de l'un à l'autre et à croiser les points de vue sur nos objets, parce qu'on se rend compte qu'en fait, on en a besoin si on veut dire quelque chose de complexe et d'intéressant. J'ai l'impression que... Voilà, en fait, que bientôt, en fait, ça n'aura plus d'intérêt de se dire est-ce qu'on fait de la D, est-ce qu'on fait de la sociolingue. De fait, on fera toujours un peu les deux. Oui, Je sais pas. Si je peux aussi rajouter une dernière petite chose, c'est vrai qu'au sein de l'équipe, on n'en parle pas forcément du lien entre analyse discursive et sociolinguistique.
j'ai l'impression que c'est c'est deux domaines tout à fait séparés jusqu'à ce que voilà, je rejoigne ce séminaire et que je me dis voilà, qu'il y a des liens qui pourraient être faits, justement. Merci. Et juste une petite réflexion au passage, et j'ai l'impression dans ton cas notamment, et dans le mien ça a été la même chose, j'ai l'impression que la question de la méthode, en fait, elle est centrale, et j'ai l'impression que l'ethnographie et l'approche ethnographique nous invite à croiser les deux et en fait à faire fi de ces distinctions disciplinaires. Je ne sais pas si Thomas, je ne sais pas quelle est ta méthode, tu n'en as pas parlé, mais j'ai l'impression que quand on fait de l'ethnographie, on voit la circulation des discours et on voit en même temps les différentes valorisations des formes, des manières de parler, etc. Et donc, on a envie de croiser les deux parce qu'on voit que les deux font effet et participent à la construction justement des rapports sociaux et voilà, reproduction des rapports sociaux. Voilà. Bon, bref, je me tais. Tu ne dois pas te taire. Merci beaucoup et merci aussi aux commentaires dans le chat. Emmanuela Martino qui... Est-ce que vous êtes au Mexique en ce moment, Emmanuela? Dans tous les cas, merci pour le message. Vous vous intéressez donc aux langues minoritaires. Et ensuite, Clara Tabar, merci à vous également. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Vous finissez donc un master et vous prévoyez un doctorat en sociolinguistique. Alors, vous êtes au bon endroit, vous allez savoir de quoi il s'agit. Pour tout le monde, tous ceux qui ont pris la parole, tous ceux qui ont écrit dans le chat et tous ceux qui n'ont pas osé le faire, n'hésitez pas à écrire à Christine. Je pense que c'est toujours bien de présenter ses travaux, qu'on soit en doctorat ou même plus tard. Ça clarifie pas mal de choses quand on est confronté au regard des pairs, et regard bienveillant, hein, il faut le dire. Et ça peut répondre à des questions, à des interrogations que vous avez depuis pas mal de temps, ou alors ça peut ouvrir de nouvelles portes de recherche. Alors, il y a un nouveau commentaire. Emmanuela qui est en France. D'accord. Aimé Daniel. Et ensuite Théo. Merci. Donc, comme je l'ai dit dans le chat, je suis... Vous m'entendez? Oui. D'accord. Je suis Aimé Daniel Lezou-Kofi. Alors, je suis enseignante à l'université Félix Houphouët-Boigny. Alors, je vous parle depuis la Côte d'Ivoire. J'espère que je vous donne un peu de chaleur. Alors, moi, je pense que je fais partie de peut-être la deuxième génération de spécialistes d'analyse du discours en Afrique. Et pour moi, ce séminaire-là me permet, avec un autre collègue que j'ai vu dans le fil du chat, mais qui n'osera peut-être pas prendre la parole, ces séminaires nous permettent d'être au courant tout simplement de ce qui se passe dans le domaine, parce que nous ne sommes pas nombreux et nous n'avons pas d'espace de discussion justement sur des questions de recherche, en tout cas en analyse du discours. Nous sommes beaucoup plus intégrés dans de grands groupes et parfois on n'a pas tellement la possibilité de parler de ce qui nous intéresse. Mais de ce que j'ai entendu aujourd'hui, l'articulation analyse du discours et sociolinguistique m'intéresse vraiment parce que même quand nous commençons, quand nous nous intéressons à des corpus locaux, donc j'entends corpus locaux, corpus africain, donc discours dit ici, il y a toujours des questions de sens, des questions de transfert de sens qui nous interpellent et qui nous obligent à nous intéresser à la sociolinguistique. Et moi, je m'intéresse ces temps-ci-là à quelque chose que je ne saurais pas nommer ni conceptualiser à ce stade-là, qui est une façon particulière de parler le français et qui n'a rien à voir avec une variété de français. En Côte d'Ivoire, nous avons cette façon de parler avec beaucoup d'humour, de dérision, qui puise beaucoup dans l'actualité sociopolitique, mais également dans nos langues locales ou dans nos cultures, et que je ne sais pas définir pour l'instant, mais je pense que je trouverai. Et ce type de séminaire-là me permet justement de continuer ma recherche et puis de continuer de fouiller. Et puis, je pense que d'ici le 12 mars, où j'interviendrai sur le Zouglou,
je serai peut-être plus claire par rapport à tout ça. Merci. Merci à vous et j'ai envie de dire que c'est un des points positifs de la COVID, il faut dire, c'est qu'on peut se mettre en contact même si on est très loin. Théo, vous vouliez intervenir également. Ouais, bonjour. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Donc Théo Régnier, donc c'est la 3e année que je suis à ce séminaire, donc autant dire qu'il m'a un peu accompagné depuis que j'ai commencé un peu à atterrir dans le monde de la recherche en M1. Et donc là, je suis désormais en thèse de sociologie à l'IRISO, donc à Paris-Dauphine, sous la direction de Dominique Méda et Thomas Andialetti. J'ai expérimenté du coup de plein fouet pour le coup le caractère interdisciplinaire de l'analyse du discours parce que j'ai dû choisir entre un contrat au Ceditech et un contrat donc ici à l'IRISO. Donc c'était un contrat soit en sciences de l'information et de la communication, soit un contrat en sociologie. J'ai finalement choisi la socio sans que je puisse vraiment expliquer pourquoi. Mais en tout cas, je suis tout aussi intéressé par cet aspect un peu étrange de l'analyse de discours qui se trouve à la frontière de plein de choses différentes, qui n'est pas vraiment une discipline institutionnalisée en tant que telle, mais qui a ses propres concepts, ses propres méthodologies. C'est assez intéressant en fait finalement, même d'un point de vue un peu extérieur, ce qu'est l'analyse du discours, c'est un peu incroyable quand on y pense un peu. Et donc moi, je travaille sur la place de l'expertise économique lors de la crise sanitaire actuelle du coronavirus. Et dans ce cadre, donc, j'analyse les discours économiques ayant vocation à créer de la certitude dans des situations de crise, donc d'incertitude, fondamentalement d'incertitude. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité aussi. Bienvenue, oui. Lucille Desmoulins, NCF à l'Université Gustave Eiffel, nous a également écrit dans le chat. Merci à vous. Donc, vous vous intéressez aux identités et autorialités numériques en lien avec les stratégies d'influence et les pratiques instituantes. Le chat, nous pouvons le sauvegarder. Vous avez déjà l'habitude de faire cela sur Zoom. C'est toujours bien parce que là, on n'a pas le temps et on ne peut pas se concentrer sur tous les messages. Mais ça reste aussi une référence pour nous plus tard. Qui fait quoi? Quels sont nos centres d'intérêt? S'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, allez-y, je vois une main levée, mais je ne vois pas votre nom. Maxime. Oui, bonjour. Je vais faire rapidement parce que c'est la fin du coup, donc bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis doctorant en 2e année à l'Université de Paris et je travaille sur l'interprétariat ou l'interprétation dans la procédure de demande d'asile en France. Donc voilà, effectivement, ce qui a déjà été dit, les liens théoriques entre analyse du discours et sociolinguistique m'intéressent beaucoup. Sachant que, du coup, mon objet d'étude porte sur beaucoup de langues que je ne maîtrise pas, et en plus dans des contextes comme l'OFPRA ou la Cour nationale du droit d'asile, où on ne peut pas enregistrer, donc on ne peut pas avoir un corpus d'études linguistiques, donc, alors que c'est un contexte très asymétrique au niveau des pratiques langagières. Donc voilà, je suis poussé par ces questionnements et je suis très content de voir qu'il y a toute une créativité aussi disciplinaire et théorique autour de tous ces liens à faire. Merci à vous, Maxime. Laetitia, je ne sais pas si c'était une main levée. Je suis actuellement doctorante à l'Université de Lausanne, en lien également avec l'Université de Tel Aviv. Et je travaille sur la mobilisation de la laïcité dans les débats contemporains sur YouTube. Donc, je travaille sur certaines prises de parole de personnalités publiques, politiciens, journalistes, etc. Et aussi sur les commentaires d'internautes qui eux aussi font appel au principe de laïcité dans le débat. Et pour moi, ce qui est très intéressant avec ce cours en ligne, c'est vraiment la question interdisciplinaire parce que je fais appel autant aux outils de l'analyse du discours, mais aussi à certains outils des théories de l'argumentation, et puis avec la spécificité également des discours sur les réseaux sociaux, numériques, etc. Donc voilà, merci à tous. Merci à vous, Laetitia. La Suisse est avec nous, c'est bien. Johannes, il est midi.
Je te laisse prendre la décision de… Si vous voulez, on peut continuer 5 minutes Oui. et de toute façon, on aura le temps la prochaine fois aussi. Donc, ce serait important que vous nous disiez si vous voulez présenter quelque chose, d'une manière ou d'une autre et le mieux, ce serait de laisser une note ici dans le chat. J'ai indiqué également mon mail dans le chat. Si voilà, certains participants ou participantes souhaitent pour notre prochaine séance qui aura lieu le 13 novembre, si vous souhaitez présenter vos travaux en cours, n'hésitez pas soit à voilà, intervenir dans le chat ou bien à nous contacter ou à me contacter par mail. Peut-être l'idée, pour rebondir sur ce que disait Johannes, l'idée c'est aussi de vous donner la parole et donc la prochaine séance, avant les différentes présentations de nos invités, c'est de construire un espace d'échange entre nous. Donc la prochaine séance, nous présenterons une petite bibliographie et puis on souhaiterait vous donner la parole pour mieux saisir quelles sont vos attentes aussi par rapport à ce séminaire. Johannes, je ne vois plus de commentaires, je ne vois plus de mains levées. Vous êtes timide. Si, pardon. Nadia a levé la main. Vas-y. Merci pour ce séminaire. Donc, je suis Nadia Makwar, je suis actuellement chercheuse associée à l'Université d'Aston à Birmingham et je travaille en linguistique juridique depuis avril dernier sur la question des discours de haine et la question de la désinformation dans les discours parlementaires. Et je cherche à comprendre comment le sens des termes, enfin de l'expression discours de haine et fake news, ou fausses informations, ou manipulation de l'information, est établi dans les discours parlementaires et dans les discours juridiques, et comment on contrôle en fait le sens de ces notions pour ensuite voilà, aller vers une application de ces lois dont on sait qu'elles ont été promulguées en 2018 et en 2020, il me semble, pour la loi contre les discours de haine, qui s'appelle donc la loi Avia. Voilà, donc j'espère que ce séminaire va me donner quelques outils, notamment par rapport aux théories de l'argumentation, et aussi, pourquoi pas, certains aspects en linguistique, en sociolinguistique et ou en linguistique, voilà, des choses que je n'ai pas encore explorées et qui pourraient m'aider à poursuivre mes recherches. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, la direction dans le chat et on aurait encore voilà, la possibilité pour 1, 2, 3 personnes peut-être. Ou bien la prochaine fois si vous voulez réfléchir sur votre présentation. Moi, je veux bien éventuellement me présenter. Vas-y. J'ai un peu du mal en fait à interagir avec un écran rempli de cases noires avec des noms. Donc, voilà. Mais bon, donc moi, c'est la première fois que j'assiste à ce séminaire. En fait, je viens pour peut-être pour voir un peu quel est l'état des lieux en fait dans justement ce qui donc s'appelle étude du discours et qui n'est plus tout à fait de l'analyse du discours. Voilà, et donc moi je travaille donc en analyse du discours pour le coup,
avec, donc avec un ancrage théorique qui est plutôt dans la lignée pêcheux, on va dire. Donc, avec l'intérêt de travailler justement sur l'articulation entre langue, discours et énonciation. Et je travaille sur des écrits professionnels. Donc, j'ai en particulier, au niveau interdisciplinaire, travaillé beaucoup avec des collègues de management. Donc, voilà, donc je suis très intéressée par ce que dit Marc Glady, donc avec qui j'avais pu échanger l'année dernière à Cergy, justement. Et actuellement, je travaille avec des collègues. Donc j'ai monté un projet sur les archives, sur l'université saisie par ces archives, où il s'agit aussi d'avoir une réflexion épistémologique en articulant donc des différents cadres théoriques, en particulier celui de Foucault. Mais bon, voilà, justement, je n'ai pas le temps de m'étendre, mais c'est sur c'est sur l'université en tant qu'institution et non pas sur les discours scientifiques ou académiques. C'est le discours de l'université dans ses comptes rendus de réunion et qu'est-ce que ça nous dit sur l'évolution de cette institution universitaire, donc à l'heure justement du néo-management. Voilà. Et donc, je suis en train de rejoindre l'UPEC. Voilà, ça, c'est la dernière info pour… Tu vas rejoindre l'UPEC? À partir du 1er novembre. Donc, j'y vais cet après-midi, là. Donc, voilà. Ah, d'accord. Félicitations. Comment ça se fait? Parce que j'ai eu une mutation, en fait. D'accord. J'étais à l'Université de Rennes et là, je rejoins l'UPEC. Donc, voilà, c'est le CEDITEC, donc, justement. Bah oui, super. Écoute. C'est un super labo. Félicitations. Très bien. Oui, alors. Oui, Frédéric, bonjour. Je me souviens parfaitement de notre échange l'an dernier lors du colloque. Et je crois que le CEDITEC, c'est une bonne maison pour l'orientation de tes travaux, là. Tout à fait, je suis très contente, oui. Une politique publique et la question de l'université comme institution. Mais peut-être que le travail sur le discours universitaire de Johannes peut t'intéresser. Et puis du côté management, bon, moi je m'intéresse également au discours managérial, donc on est dans un espace où on comprend les problématiques mutuelles des uns et des autres. Bon, peut-être encore une dernière intervention. En fait, maintenant, on voit bien de réactions sur le chat. C'est très bien, super, merci. Quelqu'un qui veut conclure le tour de table avec une dernière présentation? Non? Oui? Non? Alors, je le prends pour un non. Je vous remercie beaucoup pour cette première séance qui marche bien avec ce nouveau dispositif. Je pense que c'est vraiment, ça donne des possibilités de mettre des gens ensemble qui ne seraient pas forcément capables de se voir directement. Donc, ça, c'est très positif. On va donc les 5 conclure cette séance en parlant un peu des questions techniques comme par exemple l'enregistrement et des choses comme ça. Et donc, si vous voulez rester, c'est tout à fait possible. On va enregistrer le chat aussi. Et donc, on va continuer la prochaine fois avec vous, avec les réactions, avec les petites présentations de projets. Et on sera très content de vous revoir très bientôt. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je dirais il faut parler rapidement de la modalité